Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, le recensement de la population est en cours. Et vous le verrez, ce n'est pas toujours évident pour les agents recenseurs dont la mission est de collecter les données pour l'INSEE. On a suivi l'un d'entre eux à la Ferté-Bernard. Et puis c'est un chantier qui vise à réduire la facture d'électricité de la ville du Mans. Un parc de panneaux photovoltaïques est en train d'être installé à proximité de la piscine des Atlantides, on verra ça. Et puis un invité dans notre journal ce soir. On continuera à parler d'énergie et sobriété énergétique avec lui. C'est Quentin de Brémond-d'Ars, notre invité, le directeur territorial de GRDF en Sarthe, en Mayenne et en Maine-et-Loire. Mais on ouvre ce journal avec des chiffres, Anthony, ceux de la délinquance en 2022 qui viennent d'être dévoilés. Et la photographie 2022 de cette délinquance qui est parue sur le site du ministère de l'Intérieur en Sarthe. Les cambriolages sont en forte hausse, ils sont passés de 1262 à 1633, c'est 30% de plus par rapport à 2021. On est d'ailleurs pas loin de la moyenne nationale avec presque 6 logements cambriolés sur 1000 en une année en Sarthe. Les actes de délinquance les plus présents à l'échelle du département sont les actes de destruction et de dégradation. 4244 faits de ce type ont été comptabilisés en 2022 dans le département, soit entre 7 et 8 pour 1000 habitants. Ils ont peut-être déjà frappé à votre porte, eux, ce sont les agents recenseurs. Depuis le 19 janvier, ils collectent les données pour le compte de l'INSEE. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, la campagne a lieu tous les ans, mais l'échantillon de 8% d'adresses diffère chaque année. Et dans les communes de moins de 10 000 habitants, il a lieu tous les 5 ans et concerne l'ensemble de la population. La Ferté-Bernard en fait partie et on y va, justement. À la Ferté-Bernard, Didier Descheron est l'un des 18 agents recenseurs recrutés par la commune. Sa tournée a débuté il y a 10 jours par la remise aux habitants de leurs identifiants pour qu'ils remplissent le questionnaire du recensement sur Internet. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore répondu reçoivent sa visite. Oh, nous, on ne connaît pas Internet, alors donc on ne sait pas le faire. Si, c'est trop compliqué. Dans le district de Didier, ce sont près de 25% des logements qui n'ont pas répondu sur Internet. Du coup, l'agent fait du porte-à-porte pour distribuer les questionnaires, cette fois en version papier. Mais le défi est loin d'être évident. Parce que ça fait au moins 5 fois, voire 6 fois que je viens dans cette impasse où j'ai mis en fait, un avis de passage avec mon prénom, mon numéro de téléphone pour que les gens puissent prendre rendez-vous avec moi. La population des gens qui sont en activité, là c'est un peu plus compliqué parce qu'on vient le matin, il n'y a personne, il faudrait venir le midi, mais le midi on y vient, ils n'ont pas le temps. Et le soir, alors, quand ils ont des enfants, c'est aussi un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas le temps de prendre le temps de nous faire, de nous consacrer 5-10 minutes pour le recensement. Problème, l'objectif fixé par l'INSEE, c'est de recenser 100% des logements de la commune. Mais Didier repassera. Au fur et à mesure de la tournée, les portes qui demeuraient closes finissent par s'ouvrir. Parfois, le sésame, c'est sa carte officielle d'agent recenseur. Je la présente quand les gens me la demandent. Souvent, je ne la présente pas, mais elle est toujours à côté de moi. On voit le bleu, blanc, rouge dépasser de ma pochette et ma photo. À partir du 18 février, l'ensemble des données seront compilées par les agents de l'INSEE. Mais à quoi servent exactement ces données? C'est la question qu'on a posée à Élodie Lalande, la responsable du service statistique en Pays de la Loire. Et notamment, il permet de déterminer la dotation globale que verse l'État à chacune des communes. Donc, c'est basé sur le calcul de population légale. Ça permet également de déterminer le nombre d'élus au conseil municipal, le nombre de pharmacies d'une commune, la localisation des relais postaux, par exemple. Voilà, il y a plein de choses qui sont basées sur la population des communes. Les données transmises à l'INSEE sont strictement confidentielles et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif. Notez quand même que la réponse au questionnaire du recensement est obligatoire. La loi prévoit une amende en cas de refus. On va parler à présent, Anthony, de travaux énergétiques. Depuis plusieurs mois, plusieurs chantiers sont en cours au Mans sur le site de la piscine des Atlantides. La commune a lancé l'installation de panneaux photovoltaïques. 2 objectifs, créer de l'ombre et surtout produire de l'électricité, un enjeu d'importance pour ce site qui est le plus énergivore de la ville. Reportage d'Hélène Galliana. Parmi les bâtiments publics de la ville, c'est l'un des espaces les plus consommateurs en électricité. Le centre aquatique des Atlantides est en travaux depuis plusieurs mois. 2700 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sont installés au niveau de la piscine extérieure et sur le parking. C'est à la fois tendance, c'est architectural et c'est absolument nécessaire dans le cadre de la transition énergétique. C'est les trois à la fois, en particulier pour ce projet des Atlantides, où on utilise l'idée de l'autoconsommation via les panneaux photovoltaïques pour avoir un projet aussi architectural et essayer d'être innovant
Donc les parasols à l'intérieur pour la pataugeoire pour les petits-enfants, c'est une première en France. La grande voile couverte de panneaux photovoltaïques qui ira devant pour l'accès aux Atlantides, eh bien, ça sera aussi assez innovant. Plus les grands tripodes avec ces grandes coupoles qui permettent de produire de l'électricité, mais qui en même temps sont des gestes architecturaux. C'était ça l'objectif au départ. Ces installations permettront d'alimenter en partie la piscine. 20% de sa consommation énergétique qui sera autoproduite et donc autoconsommée. Et c'est autour de 600 MW qui seront ainsi produits et consommés sur place par les Atlantides. C'est autant de moins qu'on ira chercher sur le réseau national. L'économie qu'on va faire sur l'achat d'électricité qu'on n'aura plus à faire remboursera les investissements, à mon avis, entre 10 et 15 ans. La fin des travaux est estimée d'ici quelques mois, à l'été 2023. Anthony, il est peut-être l'heure pour vous de négocier le prix de votre gaz avec notre invité ce soir, Quentin de Brémond, directeur territorial de GRDF en Maine-et-Loire, en Mayenne et dans notre département sarthois. Soyez le bienvenu. Alors, je ne sais pas si on pourra négocier, j'espère. Bonsoir Quentin de Brémond. Le gaz, on le sait, a fortement augmenté au niveau de son prix ces dernières années. 2021 suite à la reprise post-Covid et puis en 2022 aussi, avec des craintes sur l'approvisionnement liées à la guerre en Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui, cette situation se résout? Est-ce que les prix vont diminuer? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Tout d'abord, pour réagir sur ce que vous dites, pour les clients particuliers, le prix du gaz est gelé depuis octobre 2021. Il a augmenté au 1er janvier 2023 de 15%, mais les clients particuliers sont toujours protégés par un bouclier tarifaire qui font que même en cas de hausse ou baisse du prix du gaz, en tout cas à court terme, ces clients sont protégés. Et pour ceux qui ne sont pas des clients particuliers, les autres, les entreprises, les collectivités? Les entreprises et les collectivités, elles, en effet, ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire. Et donc, certaines ont connu des hausses significatives dans leurs factures d'énergie. Actuellement, la situation qu'on observe est plutôt rassurante. Les prix du gaz sur les marchés sont déjà redescendus au niveau qu'on connaissait avant le début de la guerre en Ukraine. Il y a eu une baisse conséquente entre fin décembre et là, fin janvier. Presque de moitié, les prix du gaz ont été divisés de moitié. Est-ce que vous constatez en Sarthe une diminution de la consommation du gaz aujourd'hui? Alors plus largement, sur tout le territoire national, la baisse qui a été observée, si on compare cet hiver par rapport à l'hiver précédent, en corrigeant les données de la météo, c'est une baisse de 13% environ. On pourrait s'en réjouir et c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour ce qui concerne la baisse chez les clients particuliers. Néanmoins, certains clients industriels ont dû baisser leur consommation de manière non choisie, vraiment de manière contrainte, pour faire face à des coûts qui étaient en hausse. D'ailleurs, vous incitez vos clients à réduire leur consommation. C'est l'objectif notamment de ce nouveau compteur, l'équivalent du Linky, on va dire, pour le gaz, le compteur communicant gaz. Combien de vos clients sarthois en sont équipés aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Le compteur communicant gaz aujourd'hui équipe 95 000 clients sur la Sarthe. Donc c'est à peu près 95% des clients. Et en effet, ce qu'on dit, c'est que pour maîtriser sa consommation, il faut la connaître. Et donc le compteur communicant gaz permet à tous ceux qui en sont équipés, donc à la quasi-totalité des clients en gaz, de suivre sa consommation au jour le jour. Pour ça, il suffit de se connecter, c'est ça, sur une application particulière? Sur le site grdf.fr, on peut créer son espace et suivre sa consommation. Vous contactez aussi directement certains de vos clients. 3400 personnes, je crois, ont été ciblées pour être accompagnées en vue de réduire leur consommation de gaz. Comment ça fonctionne, ça? Oui, tout à fait. C'est une expérimentation qui a été faite à la maille nationale. Et donc, ça concerne 500 000 clients dans toute la France, 3400 en Sarthe. Donc, ce qui a été fait, c'est que nous avons ciblé les clients qui consommaient de manière significative par rapport à des foyers similaires. Donc quand on voit que la taille du logement est la même, enfin, on compare finalement les foyers par rapport à la composition, le nombre de personnes qui y vivent et par rapport à la taille du logement. Et les clients qui consommaient plus que leur profil ont été contactés par courrier
ou par email pour les inviter à se rapprocher de leur fournisseur d'énergie ou d'un professionnel du gaz pour faire le diagnostic, pour vraiment comprendre d'où vient cette surconsommation. Et ça fonctionne, ça? Les gens jouent le jeu, vos clients? Et ça fonctionne plutôt bien, puisque à peu près un client sur 4 nous a recontactés. Je vous disais, l'objectif, c'est vraiment de faire un diagnostic. On considère qu'il y a 3 facteurs qui peuvent entraîner une surconsommation. Le premier, c'est le comportement, c'est-à-dire qu'on chauffe trop chaud chez soi. C'est finalement l'absence de respect des éco-gestes. Le deuxième, ça va être l'équipement. Donc, je n'ai pas de robinet thermostatique ni de thermostat chez moi. Et le troisième, ça va être le bâti. Donc, finalement, mon logement est mal isolé, mes fenêtres sont à simple vitrage, etc. La sobriété énergétique, ça passe aussi par le développement du gaz vert. D'ailleurs, c'est un des objectifs qui est fixé par l'État, développer le gaz renouvelable. Où en est-on aujourd'hui en Sarthe? Il y a 7 sites de méthanisation. Est-ce qu'ils sont raccordés à votre réseau? Oui, en Sarthe, il y a déjà 7 sites de méthanisation qui injectent du gaz dans le réseau des collectivités qui est exploité par GRDF. Il y a également 3 sites en construction qui seront mis en service en 2023. Actuellement, c'est déjà 4% de la consommation de gaz de la Sarthe qui est du gaz renouvelable, donc du biométhane produit principalement par des agriculteurs. Et nous serons a priori autour de 30% en 2030 et 100% en 2050, c'est l'objectif pour atteindre la neutralité carbone. Et est-ce qu'on peut l'exporter, ce gaz, rapidement, parce qu'on n'a plus trop de temps, mais vers d'autres départements, en été, par exemple, quand on ne l'utilise pas? En effet, il y a des périodes de l'année où la production de gaz sur certains territoires va être supérieure à ce qui est consommé localement. Et dans ce cas, il y a une solution pour l'exporter, c'est de le comprimer et de l'envoyer vers le réseau de transport opéré par GRT Gaz. Merci beaucoup, Quentin de Brémont. Merci à vous. Un cocorico à présent, Anthony, dans ce journal, puisqu'une œuvre de street art parmi les plus belles au monde, eh bien, elle est Mancel. Oui, elle est au Mans, impasse Janowski. À l'issue du vote des internautes organisé par Street Art Cities, la fresque du Parisien 7 que vous voyez à l'image, elle a été peinte lors du dernier festival Plein Champ dont il était l'invité d'honneur. Elle s'est placée en 5e position du classement des plus belles peintures murales de 2022. Son œuvre en trompe-l'œil représente une petite fille qui flotte à la poursuite d'un lapin blanc. La fresque gagnante, quant à elle, a été peinte à Tilburg, aux Pays-Bas. Et puis, Anthony, on va rester dans le domaine artistique. Oui, avec un concours lancé par les pompiers de la Sarthe qui organiseront en 2025 le congrès national des sapeurs-pompiers. Et ils invitent les Sartois à prendre leur stylo pour dessiner le futur logo de ce 131e congrès national. Aucune rémunération à la clé, mais un petit cadeau, puisque le gagnant remportera un coffret pour un stage de pilotage sur le circuit Maison Blanche dans l'enceinte des 24 heures du Mans. Il va falloir vous lancer, Anthony. Je vais essayer. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et on se retrouve juste après, vous ne bougez pas.